Bonjour à tous, merci d'être là et merci à Digiteo de m'avoir invité. Je ne pourrais que ajouter des louanges à Digiteo. J'ai probablement utilisé toutes les ressources que Digiteo offrait avec beaucoup de bonheur, donc bravo et félicitations au RTRA et merci à Maurice pour les services. Donc comme disait Wendy, je suis responsable d'une équipe projet INRIA propre, qui s'appelle Aviv, qui est d'ailleurs dans le LRI et on fait de la visualisation. J'ai mis quelques exemples des choses qu'on fait, vous pouvez venir nous voir. On fait plein de choses très différentes et très amusantes. Et donc on participe à Digiscope avec les grands écrans et l'interaction sur grands écrans, mais on fait aussi des travaux dans le domaine des dispositifs de visualisation ou des dispositifs physiques. Et on est 5 permanents. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux et de leur visualisation. Le problème de la visualisation est un problème vraiment intéressant. Et c'est un problème qui est extrêmement intéressant depuis assez peu de temps pour une raison qui est simple. C'est que contrairement à il y a une trentaine d'années, aujourd'hui, les données, vous le savez, sont présentes de façon massive. Pour la petite histoire, vous verrez ces codes barres en haut à droite. Si vous voulez suivre les liens, vous avez juste à prendre votre smartphone et à prendre en photo. Normalement, il va suivre le lien automatiquement. Ça vous évite d'avoir à essayer de l'écrire rapidement avant que je change de slide. Donc là, vous le savez tous, c'est une tarte à la crème, les données augmentent, la quantité de données augmente. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que la croissance reste extrêmement forte, principalement grâce à l'augmentation de la capacité des disques durs. On stocke énormément d'informations. Et donc cette information stockée, il faut l'exploiter. Et aujourd'hui, l'exploitation de ces données pour comprendre les données est un challenge, est un véritable défi. On a notre cerveau. Notre cerveau, lui, n'a pas bougé malgré l'augmentation de la quantité d'informations disponibles. On n'a que nos sens pour réussir à accéder à ces informations. Et l'information a été multipliée par des millions et des millions depuis quelques années. Donc on a une équation qui est un peu compliquée. Comment continuer à comprendre les données avec des sens qui n'ont pas évolué, un cerveau qui n'a pas évolué aussi vite que les données. Alors, il y a 3 stratégies pour essayer de résoudre ce problème de comprendre les données. Donc je parle bien de comprendre, je ne parle pas de chercher. La recherche, c'est un autre problème. Je parle de comprendre les données. Donc les stratégies pour essayer de comprendre les données, il y en a en fait 3. La première consiste à dire, bon, on n'y arrivera jamais, donc on va déléguer la compréhension des données à l'informatique et l'intelligence artificielle va résoudre ce problème. On va demander à des ordinateurs de comprendre pour nous. Alors depuis beaucoup d'années, l'intelligence artificielle, machine learning, etc., ont vraiment eu des progrès fulgurants, donc ça marche assez bien. Néanmoins, il y a énormément de domaines dans lesquels cette intelligence artificielle n'est pas capable de trouver des informations intéressantes parce que la notion d'information intéressante est très difficile à qualifier. Et donc, il y a plein de domaines, et je pourrais vous en donner des tas d'exemples, où un humain regardant des données, même complexes, là c'est des données astronomiques, peut comprendre très rapidement qu'il y a un pattern très simple à voir. Et les systèmes automatiques n'y arrivent pas parce que simplement, ils ne savent pas ce que c'est qu'un pattern intéressant a priori. En tout cas, ils ne le savent pas spontanément. Donc, le fait de déléguer, ça marche dans beaucoup de cas, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Il reste des domaines dans lesquels l'IA n'est pas capable de savoir ce que c'est qu'un domaine, un pattern intéressant et des informations intéressantes, pertinentes, nouvelles, etc. On pourrait aussi essayer de dire que c'est un problème de bande passante. Il y a beaucoup de données d'un côté, il y a un cerveau humain qui est limité, pas forcément en cognition, mais plutôt en bande passante à cause des sens. Donc on pourrait essayer d'accroître la bande passante en augmentant le nombre de capteurs. Et donc ça, c'est, on va dire, globalement l'objectif du Brain-Computer Interfaces. C'est un domaine en émergence. C'est un domaine expérimental vraiment intéressant, mais les bandes passantes qu'on arrive à avoir aujourd'hui sont vraiment négligeables par rapport à ce dont on a besoin. Donc ça ne marche pas encore, c'est intéressant de retravailler. La troisième méthode consiste à augmenter la bande passante des canaux qu'on a actuellement. Et ça, on pourrait dire que l'interaction en machine ou la visualisation, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'augmenter cette bande passante. Ça marche, on peut l'augmenter jusqu'à un certain point, mais on a quand même des limites. Alors, donc, la conclusion par rapport à ma stratégie scientifique, la stratégie scientifique de l'équipe, c'est on ne peut pas utiliser uniquement la visualisation de données parce qu'on a des limites perceptuelles qui sont élevées, mais qui ne sont pas aussi élevées que la taille des informations disponibles. On ne peut pas utiliser que les méthodes automatiques ou les méthodes intelligentes. Il faut combiner les deux, et donc c'est ce qu'on essaie de faire.
Et donc le problème, c'est de transformer les données en informations, comprendre les données, et éventuellement la sagesse, comme dirait T.S. Eliot, mais la sagesse, ce n'est pas dans mon programme de recherche pour l'instant. Et d'une manière plus simple, transformer ce déluge de données qu'on voit de façon souvent négative comme plutôt une opportunité. Alors comment on peut faire? Très simple, hein. On a des données à gauche, un humain à droite, on doit transférer. Comment on peut faire? Le canal le plus rapide, c'est la vision. La bande passante de la vision est d'environ 100 mégabits par seconde. C'est de loin le plus élevé. Donc on pourrait se dire, pas de problème, on a la vision, on a des données, envoyons les données dans l'œil de l'humain, et l'humain va réussir à capter les données et à en faire des connaissances. Bon. La vision a vraiment des caractéristiques formidables. On a réussi à survivre à l'évolution grâce à elle en partie. Elle étend notre mémoire et notre capacité cognitive, donc utilisons-la. Donc je vais vous prendre à témoin. On va essayer d'utiliser ces données grâce à notre vision. Alors voilà des données, 51 États américains, la proportion de gens qui ont fait des études supérieures et le revenu moyen par habitant. Grâce à votre vision, vous pouvez immédiatement voir quel est l'État qui a le plus haut pourcentage de diplômes ou le plus haut salaire moyen, n'est-ce pas? Non? Non. 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 Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, ça peut prendre un peu de temps. Si on change la représentation et qu'on représente, par exemple, le salaire moyen en X et le pourcentage de degrés supérieurs en Y, quand je vous pose la question quel est l'État qui a le salaire moyen le plus élevé, vous répondez à la question sans même réfléchir, c'est le Connecticut, vous le voyez instantanément. Et le pourcentage de degrés le plus élevé, le Massachusetts ou le District of Columbia, pas de problème. Vous voyez aussi des choses qui sont peut-être moins faciles à voir. On voit bien qu'il y a une relation linéaire entre le pourcentage de college degrees, donc d'études supérieures, et le bénéfice, enfin, la richesse. Certains diraient que c'est grâce au fait qu'on ait des diplômes de haut niveau qu'on est plus riche, mais d'autres diraient que c'est l'inverse. C'est à vous de voir s'il y a une causalité, dans quel sens elle est. Par contre, on voit qu'il y a des points qui ne sont pas du tout sur la diagonale. Et donc, il y en a deux particulièrement. En bas, il y a le Nevada, et en haut, il y a l'Utah, qui sont les plus à l'extérieur. Alors pourquoi le Nevada est celui qui a le plus de richesse pour le moins d'études? Exactement, parce qu'il y a Las Vegas. Donc Las Vegas ramène beaucoup d'argent sans avoir besoin de beaucoup d'études. À l'inverse, l'Utah, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, l'Utah est un État de Mormons, et les Mormons font beaucoup d'études, mais pour autant ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Il y a quelques exceptions, on est d'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en réalité, la vision est extrêmement performante, mais il faut faire attention au codage qu'on utilise pour utiliser la vision. Il y a des codages qui sont extrêmement appropriés pour la vision, et d'autres codages qui sont moins appropriés pour la vision. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de répertorier les bons codages qu'on peut utiliser rapidement sans effort. Alors, la vision, on peut l'utiliser pour ça, et il y a un certain nombre de caractéristiques vraiment extraordinaires qu'ont révélé les psychologues. On est capable de faire des choses incroyablement performantes avec notre vision, mais il y a aussi plein de problèmes que pose la vision dont on n'est pas toujours... enfin, on ne s'en rend pas toujours compte. Par exemple, on a un point noir dans l'œil, et dans ce point noir, on ne voit rien. L'œil reconstitue la scène qu'on regarde, mais en fait, si on met des données sur ce point noir, on ne les voit pas. On croit qu'on les voit, mais on ne les voit pas. Donc il y a plein de petits problèmes, ou de gros problèmes qu'il y a avec la vision, qu'il faut connaître quand on l'utilise. Il y a plein de propriétés vraiment intéressantes qui sont bien et qu'il faut utiliser. En particulier, dans les années 85, une psychologue américaine, notre Eastman, a découvert un mode de perception qui s'appelle la perception préattentive. Cette perception préattentive est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de détecter des patterns instantanément, sans effort et indépendamment du nombre d'items affichés. C'est leur caractéristique. Donc, on va voir si dès le matin vous êtes préattentif. Hein, vous êtes prêts? Donc, vous allez répondre à une question simple. Voyez-vous un point rouge sur l'écran, un rond rouge sur l'écran? 200 millisecondes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top. Qui n'a pas vu un rond rouge sur l'écran? Il faut qu'ils aillent voir un médecin très rapidement. Bien. Alors, question suivante. Voyez-vous un rond rouge sur l'écran? 3, 2, 1, top. Tout le monde a vu un rond rouge sur l'écran?
c'est bien. Donc, cette caractéristique préattentive, c'est le fait que vous puissiez détecter ce rond rouge parmi les ronds bleus ou ce rond rouge parmi les carrés rouges. En fait, j'aurais pu avoir 50 000 ronds bleus, un rond rouge, mais j'aurais pu vous poser d'autres questions. Y a-t-il plus de ronds rouges que de ronds bleus? Vous auriez pu y répondre. Et ça, instantanément et sans effort. C'est une caractéristique de nos systèmes visuels préattentifs, sans effort, en temps constant, quel que soit le nombre de données. Formidable. Donc, ce qu'on essaie de faire quand on fait de la visualisation, on essaie d'utiliser ces caractéristiques de nos systèmes perceptuels pour comprendre instantanément et sans effort. Alors, ça marche, on peut l'utiliser, mais il y a des problèmes. Il y a quelques caractéristiques très utiles qu'on est obligé d'utiliser, mais qui ne sont pas préattentives. Par exemple, le texte. Quand on met du texte, c'est utile. Sans texte, on a du mal à comprendre les données, mais avec du texte, on ne peut pas le percevoir préattentivement. Et de même, il y a des limites à la perception préattentive. Alors, par exemple, je vais vous poser la même question. Voyez-vous un rond rouge dans l'image qui suit? 3, 2, 1, top. Qui en a vu? Qui n'est pas sûr? OK. Si vous aviez l'œil dessus, vous le voyez. Si vous n'avez pas l'œil dessus, vous n'êtes pas sûr de le voir, parce que là, on a utilisé deux caractéristiques différentes, la couleur et l'indice de courbure. Deux indices sont de façon indépendante préattentives, mais quand on les mélange, elles ne sont plus préattentives. Donc si on a de la chance et qu'on a l'œil sur le rond rouge, on le voit. Si on n'a pas de chance et qu'on n'a pas l'œil sur le rond rouge, la seule stratégie qui marche, c'est de scanner l'image. Et donc, on prend un temps proportionnel au nombre d'items affichés. C'est comme ça. Et ça, c'est un des défauts de notre système visuel, mais on est obligé de faire avec jusqu'à ce qu'on passe à une prochaine étape de l'évolution. Donc, on veut utiliser ça. Et on veut utiliser ça, ces caractéristiques préattentives, pour rendre les images perceptibles instantanément, sans effort, et pouvoir trouver des patterns et déduire qu'à partir du moment où il y a un pattern, il y a probablement un phénomène de plus haut niveau qui se passe. Et donc ça, c'est vraiment notre travail en visualisation. Et donc, là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le travail qu'on a fait pour essayer d'appliquer ces principes à la visualisation de réseaux sociaux ou de réseaux en général, mais c'est qu'un exemple très particulier, on en a plein d'autres. Mais donc, gardez ça en tête, le fond de notre travail scientifique, c'est de rester préattentif en faisant attention à ce qu'on puisse percevoir les choses convenablement, et il y a plein d'autres caractéristiques de la perception qu'il faut avoir en tête pour réussir à créer des bons codages pour permettre la compréhension de données. Donc les réseaux sociaux, c'est des réseaux avec des sommets qui sont des personnes ou des organisations généralement, et les arcs, c'est des relations entre ces personnes et ces relations. Bon, pas de problème. Quand on les représente, on a des informations vraiment intéressantes. Donc là, c'est un travail qui a été fait en 2011, je crois, ou 2010 par Facebook. Ils ont pris un stagiaire en été et leur ont demandé de visualiser toutes les connexions qu'il y avait sur le réseau Facebook. Donc, quand on regarde le réseau Facebook, là, donc les traits, ils sont bleu clair, c'est toutes les connexions, et les points blancs, c'est les gens, mais évidemment, c'est agrégé. Donc, dans ce réseau, on voit que l'activité, elle est effectivement concentrée là où on s'attend à ce qu'elle soit, donc en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc. On voit aussi que l'Afrique n'a pas autant de réseaux que le reste du monde. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas dans ce réseau. Est-ce que vous voyez ce qu'on ne voit pas dans le réseau? On ne voit pas la Russie, on ne voit pas la Chine. Pourtant, c'est gros, la Russie et la Chine. Donc ça, c'est un point intéressant. Donc, vous voyez, en haut à droite, là, il y a la Chine et il y a la Russie, et il n'y a rien. Donc, en Chine, Facebook est interdit. Et donc, on le voit très bien sur ce réseau. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'une bonne représentation visuelle permet de mettre en évidence des choses qu'on sait, et des choses qu'on sait moins, et aussi les blancs sont parlants, ou les négatifs sont parlants. Le problème dont je vais vous parler, c'est celui-là. Donc là, j'ai été sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel. Je pense que beaucoup d'entre vous sont sur LinkedIn, et j'ai appuyé sur le bouton « Dessine-moi mon réseau à moi ». Et donc, LinkedIn m'a montré ça. Donc ça, c'est mon réseau à moi, je suis au milieu. Et il y a toutes les connexions qu'il a essayé de classifier. Ça, c'est une pelote de fil. Alors, c'est une pelote de fil qui a la propriété suivante. On ne peut rien dire sur les relations entre les individus dans cette pelote de fil. Si je vous demande est-ce que X est connecté à Y, vous ne pouvez pas me répondre. Cette représentation n'est pas totalement inutile, mais son utilité est extrêmement basse. Et la réalité, c'est que dans la plupart des cas, quand on prend un vrai réseau et qu'on appuie sur le bouton « Affiche-le », on a une pelote de fil dont on ne peut pas dire grand-chose. Ce qu'on voudrait,
c'est avoir un réseau social qui soit aussi lisible que celui-ci. Alors celui-ci, il a été fait lors d'une compétition de visualisation qui consistait, pour les 10 années de la conférence de visualisation, à afficher les principaux acteurs dans le domaine de la visualisation d'informations. Et donc il a été fait par Cathy Borner et son équipe à l'Université d'Indiana. Donc là, chaque point, c'est une personne. Plus le point est gros, plus la personne a publié d'articles, écrit d'articles. Plus le point est sombre, plus il est cité, référencé par d'autres. Et ensuite, quand deux personnes sont connectées, c'est qu'elles ont co-signé un article, et plus les traits sont épais, et plus les personnes ont co-signé d'articles. Donc quand on voit cette représentation, on se dit, voilà, je comprends bien la structure du réseau social de collaboration dans le domaine de la visualisation en 2004. C'est vrai que ça donne un assez bon aperçu, on voit les divers endroits, mais pour moi, ce n'est pas de la visualisation, c'est du design graphique, parce que la réalité, c'est que si on charge les données brutes et qu'on appuie sur afficher, on a ça. Okay. Donc, entre le réseau réel qui a été chargé et le réseau qui a été réalisé par Cathy Borner, il y a eu des semaines de travail où elle ou des étudiants ont décidé « cet acteur-là, je ne le sens pas bien, je vais le retirer. Ce lien-là, je ne le sens pas bien, je vais le retirer parce que sinon c'est illisible. » Donc, un travail éditorial qui fait qu'à la fin, quand je regarde ce réseau, je ne suis pas très sûr si ce que je regarde, c'est la réalité ou une interprétation peut-être déformée de la réalité, je ne sais pas. Donc, ce problème de l'éditorialisation, c'est un problème. Je ne veux pas d'éditorialisation, je veux regarder les données, et je ne veux pas que quelqu'un se soit mis entre moi et les données pour me dire « regarde ça, regarde pas autre chose ». Mais si je le fais automatiquement, j'ai ce problème-là. Donc, nous, ce qu'on a fait depuis les années 2000, avant que j'arrive ici et même depuis que je suis là, c'était d'essayer de trouver des représentations alternatives aux représentations nœuds et liens pour les réseaux et les réseaux sociaux en général, sachant que la représentation nœuds et liens qu'on voit à gauche pose des tas de problèmes de lisibilité et très rapidement devient illisible, et qu'il existe une autre représentation qui est assez classique en mathématiques, qui est la matrice d'adjacence. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir comment faire pour utiliser les matrices d'adjacence pour représenter les réseaux et comment les rendre lisibles. Et donc là, on voit à gauche et à droite exactement le même réseau. C'est un réseau de connexion entre diverses villes aux États-Unis. À gauche, on n'est pas très sûr. Si je vous pose la question, est-ce que la ville capitale qui est là, est-ce que la ville capitale qui est là est connectée à Dallas et à Norfolk? Vous n'êtes pas très sûr parce qu'il y a ce trait là qui passe entre les deux. Est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'il ne s'arrête pas? C'est difficile à dire. Sur cette représentation-là, la représentation à droite, Capita, et ce lien-là, c'est celui qui rejoint Capital et Chicago. Et on voit que sur toute la ligne de la matrice d'adjacence, il y a un seul point qui est connecté, et c'est celui qui est connecté à Chicago. Et du reste, on voit bien que Chicago est connecté à tout le monde, donc on voit d'autres informations instantanément, sans effort, et indépendamment du nombre d'objets affichés. Très bien, à peu près attentif. Donc la question, c'était comment faire pour rendre cette représentation visuelle efficace et pour pouvoir utiliser ça pour afficher des réseaux éventuellement très, très importants. Alors, en 2001, on a envoyé un article en disant, regardez, si on prend un site web, par exemple, et qu'on l'affiche en utilisant le meilleur système d'affichage de réseau de l'époque, qui est fait par AT&T, Graviz, voilà ce qu'on obtient. Et donc, à partir de là, trouver des structures, dites quelque chose d'intelligent, c'est impossible. Donc, si on utilise une matrice et qu'on fait un petit traitement pas très compliqué, on voit tout de suite qu'il y a une structure, qu'il y a des blocs, qu'il y a des... etc. Et l'article a été rejeté en disant « Ouais, vous dites que c'est plus lisible, mais prouvez-le ». Alors nous, on pensait que c'était suffisamment éloquent, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas une preuve. Donc, on a fait ça. On a fait des expérimentations contrôlées. On a demandé à des humains de répondre à des questions sur des réseaux. On a généré des réseaux aléatoires, de tailles différentes, de densités différentes, et on a demandé à des humains de nous dire est-ce que X est connecté à Y dans la version de gauche, dans la version de droite, en changeant les paramètres, et on a regardé combien de temps il mettait et combien d'erreurs il faisait. Le résultat était très simple. On a prouvé que quand le graphe devient plus dense ou plus important, le nombre d'erreurs n'augmente pas avec les représentations matricielles et augmente de façon significative avec les représentations noéliennes. Donc, les représentations noéliennes sont rigoureusement inutiles pour des réseaux denses et éventuellement gros, alors que les représentations matricielles restent lisibles toujours quand on a des graphes qui deviennent plus gros et plus denses. Voilà. Donc, on avait fait la preuve, on a eu un article, très bien, il est beaucoup référencé, c'est très bien. Seulement, cette étude n'a pas montré que ça. Elle a montré que c'était vrai pour toutes les tâches, sauf une,
le fait de chercher un chemin entre deux sommets. Chercher un chemin entre deux sommets sur une matrice, ça c'est vraiment très compliqué. Donc la situation était la suivante. On avait d'un côté des matrices, de l'autre côté des nœuds éliens. Les nœuds éliens ont plein d'avantages, plein d'inconvénients. Les matrices ont plein d'avantages et aussi des inconvénients. Et on n'a pas la possibilité de dire utiliser telle représentation, elle est toujours mieux dans tous les cas. Donc on a fait beaucoup d'itérations pour essayer d'améliorer la situation et savoir comment on peut faire pour explorer les réseaux sociaux. Donc voilà par exemple l'équivalent de la représentation initiale de Cathy Borner à droite et l'équivalent sous forme de matrice d'adjacence. Alors évidemment certains d'entre vous auront vu qu'il y avait une petite astuce au milieu, c'est qu'on a donné un ordre particulier au sommet. Et cet ordre permet de voir apparaître une structure. Si on n'a pas un ordre correct, on ne voit pas de structure. J'en parlerai plus tard. Mais sinon, la partie gauche, on a pris les données, on a appuyé sur « Visualiser » et on a eu cette information. Le graphe, il est complet. On n'a pas fait de manipulation. Tout le monde apparaît. Et donc, ce qu'on dit, c'est quand on veut explorer des données, alors la matrice d'adjacence est vraiment beaucoup plus efficace. Mais bien entendu, si on veut faire un article et que dans cet article, on veut donner la quintessence de ce qu'on a trouvé après une exploration compliquée, évidemment, la représentation en haut à droite est beaucoup plus appropriée. On a un message, on sait ce qu'on doit retirer, et donc on sait ce qu'on veut afficher. Donc les représentations noéliennes sont toujours évidemment utiles, mais à partir du moment où on a nettoyé, et pour nettoyer, l'autre représentation est nécessaire. Donc on peut voir plein de choses quand on a l'habitude de regarder les matrices, des patterns, aussi bien que sur les représentations noéliennes. Et donc, il reste ce petit problème dont je parlais, c'est-à-dire le problème de trouver un ordre optimal pour afficher les sommets de la matrice de manière à ce qu'on puisse trouver des structures. Alors c'est un problème qui a été bien exposé par Jacques Bertin en 1967. Et Jacques Bertin, j'ai été lui demander comment il résolvait le problème, et il m'a dit, il y a une méthode très simple, c'est l'œil du peintre. Donc c'était un graphiste de formation, et l'œil du peintre ne m'a pas permis de faire un algorithme, donc j'ai fait une étude complète des algorithmes de réordonnancement de graphes, et donc on a plusieurs méthodes pour réordonnancer les graphes qui marchent selon la structure des graphes, mais qui donnent des résultats intéressants. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un problème de linéarisation de graphes qui se pose en biologie ou dans d'autres domaines. Donc la façon dont on le fait, nous, c'est qu'on prend la matrice d'adjacence, on en calcule, on essaye de mettre côte à côte les sommets qui sont le plus similaires, et donc on vous regarde chaque ligne ou chaque colonne comme un vecteur, et la distance, c'est une distance euclidienne généralement. Mais si on prend que la matrice d'adjacence, on n'a pas assez d'informations, donc en fait on fait la matrice de distance, donc la distance 2 à 2 de chaque point, on considère ça comme des vecteurs, et ensuite on applique une méthode du voyageur de commerce pour trouver l'ordre linéaire qui permet de minimiser la somme des distances. Enfin, bref. Donc c'est comme ça qu'on trouve un ordre correct. Il y a d'autres méthodes plus rapides, d'autres méthodes peut-être un peu mieux dans certains cas, mais celle-là marche bien. On a été voir des vrais utilisateurs, parce qu'on fait ça de temps à arrêt, parce qu'on a besoin de vérifier que les humains réussissent à comprendre ce qu'on fait. On a fait des séances de conception participative, donc certaines d'ailleurs dont Wendy nous a aidé pour plusieurs. Et en réalité, là c'est une historienne, Claire Lemercier, ils n'ont aucun problème avec les matrices, donc ils ont travaillé avec des matrices et ils trouvent ça très agréable et très utile dans leur cas. Et donc on a fait tout un travail d'itération pour réussir à mettre en place des mécanismes de visualisation de graphes de grande taille qui restent lisibles et qui n'aient pas trop de défauts. Donc on est parti sur cette idée qu'on va combiner les représentations matricielles et la représentation noélienne. Si on sélectionne un élément à droite, il est sélectionné aussi à gauche et vice-versa. Donc ça, on a fait ce premier système avec Nathalie Henry à l'époque, qui était thésarde, qui est très bien, mais qui demande 2 écrans et qui demande de faire sans arrêt l'aller-retour entre les 2 écrans, et c'est extrêmement fatigant, ça prend beaucoup de temps. Ça apprend la relation, enfin la correspondance entre la matrice et la représentation noélienne, mais c'est assez pénible à utiliser au quotidien. Donc on a itéré et on a fait une représentation qui mettait la représentation noélienne dans la matrice. Donc on voit sur le bord ici qu'on a tous les liens qui sont tirés sur le bord de la matrice. Et ce qu'on fait en plus, c'est qu'interactivement, on montre le chemin le plus court entre un élément sélectionné et la souris quand on la déplace. Donc grâce à ça, on peut trouver le chemin le plus court dans un graphe très très facilement avec de l'interaction. Donc cette représentation, elle est bien, elle a beaucoup d'avantages, mais elle a toujours un inconvénient, c'est que quand on représente un réseau social, la structure d'un réseau social, c'est une structure petit monde, enfin une structure petit monde en général, et donc c'est une structure qui veut que le réseau soit localement très dense, mais globalement relativement creux.
Et donc, ça veut dire sur une matrice qu'on a beaucoup d'espace vide. Donc, ça prend beaucoup d'espace et l'espace n'est pas bien utilisé. Donc,